C'est sûr que, grosso modo, il y a 4 grands critères. Le premier, on l'a un peu abordé. Il faut avoir fait affaire avec un représentant qui est sorti dans l'une des catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure. Fait que si le représentant, là, lui, fait semblant qu'il est membre, là, donc malheureusement, ça, c'est pas couvert, là. Malheureusement, ça, c'est pourquoi il faut que la personne soit inscrite auprès de l'autorité. C'est sûr qu'il y a une exception à ça. Si, par exemple, une personne a déjà été inscrite à l'autorité à titre de représentant d'assurance, par exemple, qu'elle a perdu son certificat, mais la couverture peut se prolonger pour une période de 2 ans si la victime a déjà été cliente de ce représentant-là alors qu'il était dûment inscrit auprès de l'autorité. Mais sinon, en général, si une personne s'annonce sur Internet comme représentant, mais qui ne détient pas les autorisations, cette personne-là est victime de fraude, malheureusement, le fonds d'indemnisation pour c'est peut-être un des éléments sur lesquels il faut insister, que ce soit auprès de l'autorité des marchés financiers ou n'importe quel, ou des ordres professionnels. L'autorité, ce n'est pas un ordre professionnel, c'est pas ce que j'essaie de faire comme lien ici, mais il y a des registres et vous pouvez vérifier sur les sites web. Par exemple, là, je vais parler de l'autorité des marchés financiers, mais c'est vrai aussi pour d'autres organisations. Vous pouvez aller vérifier la personne avec qui je fais affaire, est-ce qu'elle est inscrite? Si je ne trouve pas son nom, ben peut-être que je devrais lever un petit drapeau puis poser plus de questions et même appeler à l'autorité pour m'assurer, bon, est-ce que ma recherche était bien faite? Là? Et si oui, ben, on pourra confirmer si cette personne-là est inscrite ou non. Et vous pourriez faire aussi une divulgation à l'autorité disant, ben, j'ai telle personne qui m'a approché pour un investissement ou pour faire tel genre de transaction. Et puis nous, on va pouvoir aller enquêter aussi là-dessus. Bon, mais si on récapitule, donc c'est important, si vous avez de l'argent qui est durement gagné, puis vous voulez la confier à une personne avant de la donner, c'est pas compliqué sur le web. S'il vous dit qu'il fait partie de l'ordre, par exemple, des courtiers hypothécaires, vous pouvez aller voir s'il est inscrit ou donnez-moi un autre exemple d'un autre ordre. Oui, ben, en fait, comme je te disais, Sophie, là, j'ai parlé d'ordre professionnel, mais je ne vais pas mélanger les gens. Le courtier hypothécaire n'est pas dans un ordre professionnel. Le courtier hypothécaire est inscrit auprès de l'autorité des marchés financiers. Okay. Un ordre professionnel, ce serait par exemple les médecins. Ce serait le barreau, nous autres, on a un ordre. Des comptables, ce serait les avocats et comme de cette nature-là. Comme les courtiers immobiliers, pour leur part, sont à l'organisation, à l'OACIQ. C'est différent aussi. Ce n'est pas un ordre professionnel non plus, mais je ne veux pas tout mélanger tout le monde. Là. Si on parlait de l'autorité, j'ai fait une erreur. Mais si les gens sont inquiets, par exemple, tout de même, il y a un monsieur qui se présente, ou une dame là, qui se présente et dit, écoute, moi, je suis capable de placer ton argent, etc. Puis tu as un doute, où tu peux communiquer effectivement pour vérifier si cette personne-là est accréditée à l'autorité. Clairement. C'est la première chose à faire. Bon, ben c'est ça, la règle de base. Parfait. Donc, une fois qu'on s'est assuré en fait que la personne était autorisée, en fait, comme on l'a dit, le premier critère pour admissible au fond, c'est que la personne soit autorisée. Une fois que cette condition-là est satisfaite, il faut que la fraude se déroule dans le cadre de l'offre d'un produit ou service financier. Donc, évidemment, on ne couvre pas toutes les situations. Il faut avoir une fraude de la part d'un représentant pour vraiment que ce soit relatif à l'offre d'un produit ou service financier. Donc, si par exemple, un représentant vous fraude en vous offrant une police d'assurance, une fraude dans le cadre, par exemple, de l'offre d'un produit d'investissement, ça peut être des situations, par exemple, qui seraient couvertes. Mais si à l'inverse, un représentant vous offre de vous vendre sa voiture, puis dans ce cadre-là, il vous fraude parce qu'il vous a menti, par exemple, sur les caractéristiques de la voiture, mais là, ça peut être une situation qui n'est pas couverte parce que ce n'est pas relatif à l'offre d'un produit ou service financier. Puis ensuite, l'autre critère? En fait, l'autre critère, on fait toujours un délai de prescription qui s'attache à ça. Donc, la personne qui est victime de fraude a un certain délai pour s'adresser à l'autorité pour déposer sa demande d'indemnisation. Ce délai-là, il est d'1 an. Donc, du moment que la personne a connaissance de la fraude, elle doit, dans l'année qui suit, s'adresser à l'autorité pour déposer une demande d'indemnisation si elle veut pouvoir être indemnisée. Donc, délai de 1 an. Puis un 4e critère, je pense. En fait, le dernier critère, évidemment, c'est de faire la démonstration qu'on est victime de fraude. C'est pas que le monsieur n'a pas placé mon argent à une bonne place puis je n'ai pas fait assez de rendement. Là. Ça, c'est pas une situation qui est couverte. Non, c'est ça. Nous, on couvre vraiment la fraude. La fraude, c'est quoi? Mais c'est un acte qui est objectivement malhonnête, qui te fait dans le but de tromper la victime. Puis la conséquence de ça, c'est de priver ou de mettre à risque les intérêts pécuniaires de la victime. Donc, la fraude, c'est vraiment une faute intentionnelle. C'est pas l'erreur, l'omission ou la simple faute que peut commettre un professionnel dans le cadre de l'activité, des activités de ses services qu'il rend. Mais on est vraiment distinct de ça. C'est vraiment pour la fraude que ça va être pour le